Nizar Bourchada, vous êtes tête de liste de l'Union des démocrates musulmans français dans le Val-de-Marne, mais aussi de la région Île-de-France. Vous êtes par ailleurs conseiller municipal d'opposition à Brie-Comte-Robert, où vous avez été élu avec l'étiquette UDI. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique et pourquoi avoir choisi de rejoindre le mouvement des musulmans démocrates français après avoir été à l'UDI? Alors déjà, sur mon engagement politique, qui remonte maintenant à quelques années, c'est un engagement à la base citoyen, car je dois beaucoup à l'école de la République. J'ai été 4 ans enseignant. Je ne suis plus aujourd'hui enseignant, je travaille toujours dans le rapprochement entre le monde économique et le monde éducatif, mais l'école de la République me tient à cœur, c'est-à-dire que j'ai réussi à... C'est parce que j'étais boursier que j'ai réussi à faire un niveau d'études, et je me devais de rendre à la République ce qu'elle m'avait donné. Donc c'était tout naturel que je me suis engagé donc en politique, donc lors des élections municipales de mars 2014, où j'ai été élu effectivement conseiller municipal mais aussi conseiller communautaire à Lorée-de-la-Brie, une intercommunalité de 25 000 habitants en Seine-et-Marne. Alors après, sur la continuité, c'était suite aux attentats des horribles attentats de Charlie Hebdo, et suite à une montée, une recrudescence de plus de 500% des actes d'agression physique à caractère islamophobe, où je me suis dit c'était plus possible, et que ma voix, même si j'ai occupé certaines responsabilités à l'UDI, notamment au niveau départemental, que ma voix n'était pas assez entendue, et que c'était certainement, peut-être dans un petit parti, qui avait une étiquette politique neutre, où peut-être ces combats-là, on va dire, auraient été menés d'une façon plus pertinente, plus efficiente. Quels sont les projets spécifiquement de cette liste pour la région? En quoi une liste musulmane démocrate porte un projet pour la région Île-de-France? Alors, là où il faut constater que le mot musulman est entre le mot français et le mot démocrate. Donc, c'est-à-dire qu'il est à voir sur le prisme de la citoyenneté. Il est non pas sous l'angle du religieux. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes un parti laïque non confessionnel, et parmi nos candidats, il y a des candidats qui ont souhaité nous dire qu'ils n'étaient pas de confession musulmane et qui comprenaient notre combat. Sur ce parti politique, donc, qui a été créé fin 2012, un parti politique ayant vocation à se présenter à des élections, c'est tout naturellement que nous sommes renforcés depuis l'échec en mars 2015 des départementales, et nous sommes renforcés en termes de compétences, en termes d'élus également, venant de tous bords, et nous avons décidé de nous lancer pour les élections régionales. Sur le programme, comme j'ai tendance à le dire, sur le positionnement en matière sur l'échiquier politique, nous sommes ni de droite ni de gauche, pas du centre non plus. Et donc nous accordons cette liberté de proposer des mesures qui sont parfois estampillées à gauche, parfois estampillées à droite, sachant que je pense que pour le citoyen lambda, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire d'être de droite ou d'être de gauche. Et alors concrètement, par exemple, en matière de transport, est-ce que vous avez des propositions? Bien sûr. Sur la partie de transport, aujourd'hui, avec les 40 millions de déplacements que nous avons en Île-de-France, nous considérons dans un premier temps que le Grand Paris, pour nous, c'est une gabegie financière pas possible. C'est-à-dire que nous allons injecter plusieurs milliards d'euros sur des rames certes neuves, mais alors qu'aujourd'hui, en Seine-et-Marne notamment, sur le trajet Melun-Paris, il existe toujours des petits gris qui sont aujourd'hui quasiment insoutenables et toujours en retard pour des citoyens qui veulent aller travailler. Donc nous souhaitons plutôt une rénovation, ce qui est aussi, on va dire, les propositions d'autres partis. Mais nous allons encore plus loin, juste au-delà de la rénovation. C'est-à-dire que nous souhaitons construire des parkings dans l'ensemble des gares de Grande Couronne. Pourquoi ? Car aujourd'hui, beaucoup de déplacements sont, on va dire, multimodales. C'est-à-dire que nous avons un déplacement en voiture pendant 10 minutes pour aller jusqu'à la gare, ensuite un déplacement en train, et voire même après du bus pour aller jusqu'au lieu de travail. Donc, si nous arrivons à construire des parkings où je pense que l'employeur, là aussi, comme aujourd'hui, il finance à 50% la carte Navigo, je pense qu'il pourrait aussi financer, vu ce qui fait partie du trajet lieu de vie, lieu de travail, 50% de la place de parking si le salarié doit prendre sa voiture pour aller travailler. Et encore un cran encore plus loin, c'est-à-dire que pour désengorger justement les routes ou ne serait-ce que les transports
comme le RER et comme le métro, je pense qu'il est grand temps aussi d'innover et d'installer des espaces de coworking justement dans ces gares de grande couronne. Pourquoi ces espaces de coworking permettraient à des salariés qui ne peuvent pas, on va dire, faire du télétravail à leur domicile pour des questions logistiques ou administratives. Je pense que ces espaces-là, des grandes boîtes, des grands groupes, voire des PME, pourraient louer certains emplacements et pourraient permettre à leurs salariés d'être dès, on va dire, 9 heures sur leur lieu de travail et de pouvoir même déposer les enfants à 8h30 à l'école et à 9 heures d'être sur leur lieu de travail plutôt que de mettre 1h30 pour aller directement sur Paris. Est-ce que vous avez des propositions en matière de développement économique, formation professionnelle, lycée ? Oui, sur la partie éducation-apprentissage, nous, ce que nous souhaitons, c'est, sur la partie apprentissage, nous avons une mesure concrète, c'est-à-dire qui est issue d'un constat triste qui fait que les 2 dernières années, depuis 2013, on a une baisse des contrats d'apprentissage en Île-de-France, et c'est une première. Cette baisse-là est plus conséquente que la baisse au niveau national. Et aujourd'hui, le conseil régional qui a la compétence apprentissage ne fait rien. Donc je pense qu'il faut enrayer cette baisse-là en proposant zéro charge, pour l'entreprise qui recruterait, un apprenti en Île-de-France. Maintenant, au-delà d'une mesure simplement fiscale, je pense que aujourd'hui, l'ensemble des partis, l'ensemble des 13 listes, personne n'en parle, et pour moi c'est stratégique et voire primordial, c'est la compétence orientation. Car le conseil régional a une petite compétence orientation scolaire et orientation professionnelle. Orientation professionnelle sur ces demandeurs d'emploi qui aujourd'hui sont un peu perdus et qui ont droit juste à un quart d'heure avec leur conseiller Pôle emploi pour choisir, on va dire, leur futur secteur, et notamment aussi il y a l'orientation scolaire. Et pour nous proposons une mesure concrète, c'est-à-dire que le conseil régional facilite le fait que des chefs d'entreprise puissent présenter les métiers et leur secteur dans l'école. Donc ça veut dire qu'un partenariat entre l'école et l'entreprise beaucoup plus approfondi qu'à ce qu'il n'est aujourd'hui, en tout cas ce qui se fait aujourd'hui dans la plupart des lycées et des collèges. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi que le conseil régional, qui a cette compétence-là, informe les familles. Et pour informer les familles, aujourd'hui il existe des indicateurs très précis comme par exemple les taux d'insertion dans certaines filières ou les taux de réussite de certains établissements. Et ça, les familles, avant de choisir, on va dire, les secteurs pour leurs jeunes, je pense qu'elles doivent aujourd'hui, en tout cas, savoir ces chiffres-là, plutôt que effectivement s'insérer dans des secteurs qui, on sait aujourd'hui, n'ont aucun débouché, alors que d'autres secteurs qui sont très méconnus ont de l'emploi. En matière d'aménagement du territoire, comment vous voyez la coexistence avec la métropole du Grand Paris, entre la métropole du Grand Paris et la région ? Alors, moi j'aimerais aborder cette question-là sous l'aspect, surtout sous l'angle du logement, qui pour nous est une compétence, on va dire, phare du conseil régional. Sur cette compétence-là du logement, ce que nous souhaitons mettre dans le débat, c'est ce qui nous a un peu choqué au mois de septembre, lors de la crise des réfugiés, où certains partis politiques, ou même responsables politiques, n'ont pas hésité à opposer les sans-abri et les réfugiés. Alors bien entendu, l'UDMF est favorable à l'accueil de réfugiés, mais aussi propose des mesures concrètes pour les sans-abri. Et nous sommes les seuls aujourd'hui, car nous disons qu'il existe à peu près 1300 communes en Île-de-France. Si chaque commune conventionnait avec le conseil régional sur la partie logement et on va dire réservé entre 1 et 10 en fonction du nombre d'habitants, bien entendu. On a des communes de Diantre qui a 300 habitants, Boulogne-Billancourt qui a plus de 100 000 habitants. Donc si chaque commune conventionnée avec le conseil régional est accordée entre 1 et 10 places pour cette population-là, on arriverait concrètement à résoudre le problème des sans-abri en Île-de-France. En tout cas, pour le quart des sans-abri qui occupent aujourd'hui déjà un emploi et qui ont simplement besoin d'un coup de pouce pour pas dormir dans leur voiture, pas dormir dans la rue, mais dormir dans un logement décent. Donc l'aménagement du territoire, déjà pour nous, se regarde sous l'aspect justement aujourd'hui des plus démunis.
avant de parler, bien entendu, de cette métropole du Grand Paris, où d'ailleurs, je pense qu'en termes de communication, il faut un peu moins, je dirais, de communication et beaucoup plus d'informations. Informations pour le citoyen qui aujourd'hui confond le Grand Paris Express, qui est la construction des rames, et cette métropole du Grand Paris, où on se dit, à quoi sert cette métropole du Grand Paris, puisqu'aujourd'hui on a des élections régionales. Et finalement, c'est quoi la différence entre la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris? Quand on regarde un peu plus, on voit qu'il y a des départements, des territoires qui sont complètement oubliés, comme en Seine-et-Marne d'ailleurs. Voilà, c'est no man's land aujourd'hui de la région Île-de-France, et je pense qu'on n'a pas à opposer des régions rurales et le territoire urbain, et je pense que la région Île-de-France a toute sa place, et la métropole du Grand Paris est simplement encore une couche qu'on va rajouter, hélas, pour, on va dire, laisser une place un peu plus embrouillée dans l'esprit du citoyen. Nizar Bourchada, comment faire campagne quand on est un petit mouvement qui ne dispose pas de milliers de militants et de gros moyens? Et j'aimerais vous demander, en tant que tête de liste de l'Union des démocrates musulmans français, si vous avez ressenti une différence d'accueil avant et après les attentats du 13 novembre. Alors, comme tous les partis, nous avons bien entendu stoppé momentanément notre campagne à la suite de ces horribles attentats du 13 novembre, le temps du deuil, du recueillement, de l'émotion, laisser place aussi à l'émotion, car comme tous les partis, je pense, parmi nos 225 candidats, il y a forcément, aujourd'hui, certains de nos candidats connaissaient des victimes, donc il fallait ce temps-là a été nécessaire. Nous avons repris la campagne donc samedi dernier. Ce matin, nous étions à Vitry-sur-Seine sur le marché. Il n'y a pas forcément de différence. Je tiens à le dire, on n'est pas jeté non plus. Les gens font, en tout cas, sur ces marchés-là, que ce soit Villeneuve-Saint-Georges, où on a été aussi à plusieurs marchés, avec des équipes comme Montreuil, Barbès, ces personnes ne font généralement pas l'amalgame. Nous sommes justement favorablement accueillis. Maintenant, on est encore plus déterminé parce que notre travail de pédagogie, justement, d'expliquer le pourquoi on a mis le mot musulman, pourquoi le mot musulman aujourd'hui est vu sous l'angle de la citoyenneté, pourquoi aujourd'hui nous voulons démontrer que l'écrasante majorité des musulmans en France participent à la vie économique, à la vie associative, participent aussi à la vie citoyenne et participent avec notre mouvement à la vie politique. Donc de démontrer que finalement le musulman est un citoyen comme les autres. Est un citoyen ni plus ni moins. On n'est pas trop musulman pour être français, et encore moins trop français pour être musulman. Donc notre travail de pédagogie, notre démarche pédagogue est d'autant plus légitime aujourd'hui, suite aux tristes événements. Maintenant, moi je n'ai pas vu d'animosité ou même de stigmatisation de la part en tout cas du terrain. La stigmatisation, hélas, elle est dans les médias. La stigmatisation, elle est dans la bouche des responsables politiques qui aujourd'hui, par exemple, quand on voit au niveau de l'état d'urgence prolongé de 3 mois, ce que nous sommes complètement défavorables. Pourquoi ? Parce que c'est donner tous les pouvoirs à la police et justement mépriser complètement la justice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos juges étaient incompétents. Aujourd'hui, les compétences en matière de terrorisme sont plus dans la justice que chez la police. Et qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a 1400 perquisitions pour aucun résultat, mais vraiment aucun. Et quand on regarde le profil des terroristes, ce sont des personnes issues du grand banditisme, donc qui n'ont rien à voir, qui ne fréquentaient pas les mosquées. Et qui est perquisitionné aux Unis ? Les mosquées, les restaurants halal, et même Baraka City, qui est une association, une ONG humanitaire, qui œuvre pour la paix, et qui a eu c'est scandaleux. Pour moi, je suis effaré, choqué que la réponse politique, elle soit de ce niveau-là, de cette bassesse-là, alors qu'on sait que les associations musulmanes, et j'en témoigne depuis un certain nombre d'années, luttent contre la radicalisation depuis un certain nombre d'années. Elles luttent contre la radicalisation. Encore il y a à peine un mois, une association de Sénart avait mobilisé plus de 200 personnes sur son territoire parce que elle avait appris que 3 jeunes étaient partis en Syrie, 3 jeunes de Sénart. Et donc pour mobiliser les jeunes, pour dire attention et pour justement faire de la prévention, c'est une association qui
est parti, et comment ça s'appelle, à œuvrer contre justement cette radicalisation. Et je pense que l'État aujourd'hui devrait travailler main dans la main avec ces associations-là sur le terrain, parce que ces associations connaissent justement les jeunes de terrain, font de la prévention, plutôt que de les stigmatiser et de les perquisitionner et de casser toutes les portes et de faire des dégâts matériels qu'on ne sait même pas qui va rembourser. Nizar Boucharda, merci. Merci à vous.